retrouve aujourd'hui avec une nouvelle réalisation pour Show & Flower. Alors aujourd'hui, je vais travailler la thématique des champignons proposée par Chou. Donc je suis allée piocher dans mes tampons de la collection Cabinet Curiosité de l'année dernière pour récupérer ce tampon-là assez en hauteur avec les trois modèles de champignons, enfin les trois champignons de tailles différentes. Et puis ici, je vais travailler ça sur une première carte, un format un peu marque-page, un format allongé, même si c'est un peu plus petit. Et puis là, je vais travailler en parallèle le petit garçon champignon ici. Je travaille sur un papier Arches en grain fin que j'ai scotché sur un petit support pour bien plaquer en fait mon papier et éviter qu'il gondole de trop. Et puis je suis plus à l'aise comme ça pour tourner mon papier. Et là, je commence par humidifier l'intégralité de mon papier. Parce que je vais travailler dans le mouillé ensuite et je veux bien humidifier mon papier pour me permettre de travailler dans l'humide le plus longtemps possible. Enfin, être à l'aise. Je travaille longtemps ou pas longtemps dans l'humide, mais au moins j'ai la possibilité de travailler longtemps. Donc c'est une étape qui est importante parce qu'en fait, il vaut mieux passer un petit peu plus de temps à bien humidifier son papier avec son pinceau, à bien y revenir et recommencer, plutôt que pour être sûr que ce soit bien, que le papier soit bien trempé en fait au cœur des fibres du papier, plutôt que de le faire superficiellement et de se retrouver bloqué parce que le temps que vous fassiez le tour de votre personnage, en fait, quand vous aurez fini quand vous faites de gauche à droite, par exemple, le temps que vous finissiez, que vous vous retrouvez à droite, et ben la partie de gauche, elle aura déjà un tout petit peu séché. Et donc, c'est ce qui va provoquer après les marques et les auréoles. Quand on est sur des fonds comme ça, les marques et les auréoles, c'est pas forcément un problème. Au contraire, ça peut être intéressant aussi d'en avoir pour créer de la texture sur nos fonds. Le seul truc, c'est que les marques et les auréoles, c'est bien si on les contrôle et qu'on le décide. Souvent, on va se retrouver avec des marques et des auréoles alors qu'on n'en voulait pas, par exemple. On voulait un joli dégradé et puis on se retrouve avec des marques. Donc ça, les marques et les auréoles, c'est pas un souci. Il faut juste savoir quand est-ce que ça arrive et comment est-ce qu'on fait pour en avoir quand on en souhaite, mais comment on fait aussi quand on n'en veut pas. Donc là, déjà, si vous commencez par bien humidifier votre papier, c'est déjà bien. Humidifier, ça veut pas dire non plus créer des flaques. Enfin, là encore, je passe du temps sur cette partie, même si ça paraît très basique, parce que là, il n'y a pas d'aquarelle à ce moment-là, hein, c'est de l'eau claire. Hein. Mais c'est une étape qui est super importante quand on travaille dans le mouillé. Après, on met les pigments dessus et puis ça travaille un peu tout seul. Mais la première étape d'humidification du papier, elle est super importante si on veut travailler vraiment dans le mouillé. Donc, je vous conseille vraiment de faire ce travail-là, d'humidifier votre papier une première fois et puis de recommencer une deuxième fois. Au début, mieux vaut trop d'eau que pas assez. Et puis, si vous voyez, une fois que vous avez tout bien humidifié, que ça vous crée des flaques par endroits, n'hésitez pas à venir avec un pinceau essoré, propre et essoré, retirer un peu l'excédent d'eau pour pas que ça vous crée non plus un coussin d'eau qui provoquerait aussi des marques à la fin, hein, parce que l'eau stagne ensuite dans les creux et ça forme une crevasse. Et après, quand ça sèche, ça va sécher tout autour parce qu'il y aura moins d'eau et du coup, ça ira plus vite. Et puis, il restera la flaque qui va mettre beaucoup de temps à sécher et qui va marquer beaucoup plus avec un effet d'auréole. Donc, c'est pour ça que c'est important. Au début, vous pouvez en mettre beaucoup, peut-être même plus que moi. Mais avant de commencer à travailler, il vaut mieux essayer d'enlever l'excédent. Tout ça, je le dis à chaque fois, pardon. C'est à force de faire que vous allez comprendre quand est-ce qu'il y en a assez, quand est-ce qu'il n'y en a pas assez, quand est-ce que ça vous fait des flaques et est-ce que quand ça fait des flaques, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Voilà, il y a plein d'étapes. Quand est-ce que le papier commence à sécher un petit peu? On a les histoires de papier humide, après de papier semi-mat, de papier mat. Ça, c'est les degrés de séchage. Quand il est semi-mat, il commence à briller un peu, mais il commence à moins briller. Et quand il est mat complètement, c'est qu'il est encore humide à cœur, mais qu'il n'est plus du tout humide en surface. Et à ce moment-là, les fusions, elles se font presque plus. Donc attention quand on rajoute des pigments, ce genre de choses.
Ça, c'est à force de faire que vous allez comprendre. Donc, une fois qu'on a bien humidifié son papier, c'est l'étape la plus importante. Après, c'est juste de l'amusement. On récupère des pigments pour travailler le fond et on pose les pigments sur le papier qui est humide et on regarde un peu ce que ça donne. Il y a des pigments qui, naturellement, vont fuser très très vite dans l'eau. Et puis d'autres qui vont fuser plutôt raisonnablement. Mais il y en a certains, vous verrez, ça va très très vite. Donc, suivant ce que vous utilisez, soit ils fusent vite et du coup, il n'y a même pas besoin trop de les aider. Et puis, si par contre, c'est des pigments un peu plus classiques et qui vont réagir de façon normale, encore une fois, et bien là, avec le pinceau, on peut les répartir, on peut les aider et puis on peut travailler un petit peu les effets comme ça. Ici, je travaille avec les aquarelles Charvin. Alors, j'ai ma palette Charvin qui est tout à gauche. Là, ma pomme, ma palette où je mélange. À côté de la pomme, vous avez à gauche ma palette Isaro. Et à côté, encore à gauche, c'est la palette Charvin. Vous la voyez pas beaucoup, mais c'est les couleurs Charvin. Les couleurs Charvin, c'est les couleurs que j'utilise ici. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo blabla du mois d'octobre. Je suis bluffée par la luminosité des couleurs. Alors là, forcément, mon aquarelle, elle est encore humide. Donc, elle est vraiment hyper vibrante, hyper lumineuse. C'est normal, c'est l'humidité de l'eau qui donne cette brillance. Mais vous allez voir que cette brillance-là, elle s'atténue toujours un petit peu quand le papier sèche, quand la couleur sèche, ce qui est le principe même de l'aquarelle. Mais quand elle sèche et qu'elle s'adoucit, elle ne se ternit pas. Elle reste super vibrante, alors que je travaille avec des godets d'aquarelle et que je ne travaille pas avec des aquarelles sorties du tube. Quand on travaille en aquarelle sortie du tube, on a une intensité, on a une concentration de pigments qui est très 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 forte. Et en fait, on a si on dilue un peu mais pas beaucoup, on se retrouve avec une lumière et quelque chose de très concentré, même quand ça sèche, du coup, comme il y a plein de pigments. Ici, c'est des godets. Donc, moi, je les réactive toujours. Je mets une petite goutte d'eau sur mes godets. Et ensuite, ça vient ramollir l'aquarelle et ça vient, en fait, lui donner une consistance, en fait, qui permet de la récupérer plus facilement. Mais, avec les aquarelles Charvin, ce qui n'est pas le cas avec les autres, quand on met l'eau dessus et qu'on attend un petit peu, c'est comme si on retrouvait la consistance de l'aquarelle sortie du tube. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les aquarelles Sennelier, par exemple, ou avec les aquarelles Winsor & Newton, où on va avoir une aquarelle on va récupérer des pigments facilement, mais ça ne fera pas de la pâte comme sortie du tube. Ça ne fait pas pareil. Les pigments sont tellement compressés, en fait, c'est tellement compressé dans le godet que, du coup, quand ça se réactive, eh bien, ça ne fait pas pareil. Alors que là, on a vraiment on a de la crème d'aquarelle comme si c'était vraiment sorti du tube. Et je pense que c'est là où ça va faire c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est assez bluffant. C'est le cas. Je vous expliquais pas trop la mise en couleur, c'est pareil. Enfin, celle voilà, si vous suivez mes vidéos, je ne vais pas vous dire grand-chose de plus. Ici, je travaille sur une base humide. J'ai travaillé des couleurs, un orangé plutôt dilué au début pour me travailler en base. Et puis ensuite, sur les côtés, le côté en haut et à droite de chacun des chapeaux des petits champignons, là, je viens en fait intensifier ma couleur. Donc, je vais utiliser un rouge un peu dilué au début. Je vais en remettre, tant que c'est encore mouillé, le même rouge moins dilué. Et puis après, presque pur sur la pointe du chapeau du champignon. Et puis après, je désature mon rouge avec soit un vert, la couleur complémentaire, ou alors avec mon gris de paint ou le sépia. Mais là, je crois que c'est plus le gris de paint que j'ai pris pour avoir un rouge bordeaux sombre. Et je viens apporter des petites touches sur le haut du chapeau. Je fais ça une fois. Je laisse sécher ou j'active avec le heat gun, le séchage. Et une fois que ma première couche est sèche, je regarde ce que ça donne et j'en fais une deuxième. La deuxième couche, j'utilise pas spécialement du orange, ça dépend. Si je trouve qu'il en manque, je vais en remettre. Mais autrement, je vais plutôt me faire une deuxième couche pour intensifier la couleur encore sur la partie droite de mon champignon. C'est là que je place les ombres. Donc voilà, pour la mise en couleur, c'est assez basique hein, ici. Mais vous voyez la lumière. Alors là encore, mon aquarelle n'est pas tout à fait sèche,
Mais sur la version finale, on garde cette lumière et cette vibrance. Et c'est pareil, la gomme arabique qui est utilisée en fait dans la composition de ces aquarelles Char20, quand on applique une couleur assez concentrée, donc pas beaucoup diluée, un peu quand même parce que c'est de l'aquarelle, mais eh bien on va avoir quand ça va sécher, vous allez avoir une petite pellicule sur votre aquarelle, mais qui reste très subtile, mais qui va venir comme une laque, et ça va venir faire briller. Alors quand je dis briller, c'est pas des paillettes, hein. C'est vraiment une brillance, un reflet un peu. Et je trouve ça assez bluffant. Alors, c'est valable avec les aquarelles Char20 qui sont composées de pigments, mais pas de pigments blancs. Ceux qui sont avec des pigments blancs, en fait, du coup, ils ont d'autres particularités, ça les rend opaques. Les couleurs sont crayeuses et laiteuses. Elles restent intéressantes parce qu'en fait, elles sont très recherchées et assez subtiles. Enfin, moi, dans les couleurs que j'ai choisies. Je vous ai fait une revue de ma palette Char20, d'ailleurs, dans mon blabla d'octobre, si vous voulez aller voir. Et est-ce que j'aurais eu le temps de vous poster les photos de mes nuanciers pour que vous puissiez voir les couleurs, j'espère. Donc oui, je suis assez... elles sont... C'est très surprenant. Alors, quand on utilise les Daniel Smith, qui sont réputées pour être justement très vibrantes en termes de couleurs, très lumineuses, eh ben, elles sont pas meilleures que les Daniel Smith par rapport à ça. Non. Puis le fait qu'il y ait des pigments blancs dans certaines couleurs, du coup, ça atténue l'effet quand même. Voilà. Puis il y a des couleurs qu'on peut pas utiliser comme on veut non plus parce que ce pigment blanc, il peut nous gêner aussi. Mais moi, je les aime bien quand même, ces couleurs-là, maintenant. J'y vois d'autres utilités. Mais sur les couleurs plus classiques, en fait, il y a une finition qui est vraiment particulière, quoi. Et ça se voit aussi quand on fait nos mélanges dans une petite palette, là, dans ma petite palette pomme. Et ben quand les couleurs sèchent dans la palette, et ben elles retrouvent ça fait comme une laque, encore une fois, et ça fait une finition satinée sur le dessus qui est rigolote. Et les autres aquarelles, quand elles sèchent, elles font pas ça dedans. Donc je suis super contente. Et alors sur le salon d'Orléans, sur le stand de Show & Flower, elles avaient Isaro et Char20 en aquarelle. Et j'ai complété du coup ma collection. Donc dans ma palette, il me reste deux petits emplacements, je crois. Voire... si, c'est ça. Ça me paraît bizarre. Je pense que j'ai un emplacement... Il me manque un emplacement dans mon nuancier, j'ai l'impression. Ah non, c'est parce que j'ai une couleur qui n'est pas classée au bon endroit. Il me reste deux emplacements pour mettre deux autres couleurs, donc il faut que je regarde un petit peu. Il y a un rose fluo chez Char20 qui était en rupture quand il y avait le salon. Il faut que je regarde s'il est de retour en stock, parce que je pense que c'est une couleur que je voulais pour me rapprocher un peu de mes primaires. Mais voilà, donc je suis trop contente. Franchement, enfin, moi je trouve, après c'est mon ressenti, hein, mais je trouve franchement qu'elles sont assez bluffantes quand même. Donc j'ai travaillé le fond de mes petits marque-pages ici, travaillé dans le mouillé, accordé un soin à cette première étape sans pigment où il n'y a pas aucune prise de risque puisque c'est que de l'eau, donc de toute façon il n'y a aucun risque de se tromper. Si vous mettez trop d'eau, vous en enlevez, vous épongez, vous attendez que ça sèche. Enfin voilà, il n'y a pas de prise de risque. Ensuite, pour travailler mon fond, je voulais quelque chose de très neutre, un peu palo pour pas surcharger ma scène. Donc chez Char20, c'est le bleu Saint-Rémy que j'ai utilisé. Et puis en complément, j'ai ma palette de couleurs Isaro et j'ai utilisé le Grit Paint d'Isaro qui granule beaucoup, le Grit Paint d'Isaro, que j'ai ajouté à mon bleu Saint-Rémy pour l'assombrir un petit peu, lui donner des nuances de gris un peu et travailler les extérieurs. Alors, vous allez voir ce mélange de bleu Saint-Rémy avec le Grit Paint plus contrasté sur le marque-page avec mon petit garçon champignon là. Vous voyez là, la zone bleu-grise en fait tout autour. Ça fait comme un halo. Sur le marque-page avec que les champignons, on le voit beaucoup moins. Il est beaucoup plus doux.
hein, mais voilà, je les voulais pas spécialement pareils. Et je préférais plus clair que plus foncé aussi, donc j'ai arrêté assez vite sur la partie des petits champignons. Ici, je suis en train de travailler l'effet mode de terre, mode d'herbe. Donc j'y vais par étapes progressivement. J'utilise, ça c'est pareil dans mon blabla d'octobre, je vous en ai parlé de mes pinceaux. J'utilise un petit pinceau en fait d'Avanci qui a c'est un pinceau plat avec les pointes sont effilées en fait et ça permet de créer des petites herbes folles comme ça. Donc ça, je m'en sers au début quand je travaille un premier aplat de couleur verte et je vais faire des petites herbes comme ça vertes. Je vais étirer la couleur que j'ai commencé à apposer avec ce pinceau-là pour me faire des petites herbes. Mais je l'utilise pas. En fait, je l'utilise ce petit pinceau spécial en première étape, mais après, j'utilise un pinceau en fait classique d'aquarelle. En ce moment, j'utilise les Tintoretto dans les séries 732 que j'aime beaucoup. Et j'utilise la taille 3 là, mais j'ai des pinceaux plus fins, mais que j'utilise pas spécialement beaucoup, en tout cas pas sur cette réa-là. Mais le taille 3 me suffisait bien. Et je me fais des petites herbes folles en fait avec ce pinceau-là parce que ça me permet d'ajouter du pigment et non pas de le retirer, ce qui est le problème du pinceau d'Avanci qui est en poil synthétique et qui va faire des retraits de pigment en fait. Donc il va étirer ma couleur. Mais comme je me sers de ce que j'ai déjà apposé comme pigment et que je prends les pigments apposés et je les étire vers l'extérieur pour me créer ces herbes, et ben j'atténue un peu la première couche que j'ai passée. Donc j'aime bien le faire au début et puis ensuite j'utilise mon pinceau classique et je fais des petits coups de pinceau comme ça pour me faire des petites herbes. Donc ça c'est la motte. Plusieurs couches encore. En termes de couleur, toujours Charvin, j'ai utilisé le cinabre clair, qui est un jaune un peu comme un style de grain vert ou un style de grain brun de sennelier, si vous avez la référence de la couleur. Et puis après, j'ai un vert moyen que j'ai utilisé et que j'ai cassé un peu avec du grit paint. Ou un peu de rouge pour le rendre kaki, ou un peu de grit paint pour lui donner une couleur un peu vert de périlène. Donc voilà, puis plusieurs couches encore une fois. Et là, mon petit garçon champignon, je lui fais un manteau ou une cape, là ce sera plus une cape, avec un dégradé du orange vers le rouge. Donc c'est les couleurs qui m'ont servi à travailler les champignons. Alors pour le orange, j'ai mélangé le vermillon avec le jaune primaire, Charvin toujours. Et puis ensuite, pour le rouge un petit peu plus intense, j'ai travaillé avec le carmin et j'ai le rouge rubis aussi chez Charvin que j'aime bien. Alors le rouge rubis, ce serait un rouge froid qui serait plus du côté des bleus que du côté des jaunes. C'est un rouge, donc voilà, le rouge, il se place en fait suivant sa teinte. Il tire soit vers le jaune, donc vers les orangés, soit vers le bleu, donc vers les violets. Donc le rouge rubis, il serait plus du côté pour moi il tirerait plus du côté des bleus. Après, c'est toujours les histoires de température des couleurs, c'est toujours une couleur par rapport à une autre en fait. Il y a des couleurs qui vont être plus chaudes ou plus froides, mais c'est toujours par rapport à quoi. Ce sera plus chaud, mettons si on a le rouge vermillon par exemple, il est considéré comme une couleur chaude, mais il sera quand même classé dans les froids si on le compare avec un orangé vraiment très 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 profond quoi. Voilà, enfin bref, dans le cercle chromatique, après il y a le curseur qu'on place plus ou moins loin. Donc ici dégradé. Est-ce que j'ai commencé à mouiller mon papier? Je crois même pas. Ce que j'ai fait ici, j'ai travaillé en fait le par pan, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler la veste, mais la partie centrale de la veste, j'ai laissé les manches. J'ai commencé à faire la mise en couleur comme ça, donc du bas jusqu'aux épaules. Et ensuite, en revenant en fait, en intensifiant sur le haut aussi au niveau des épaules, en mettant un rouge, mais en le désaturant un petit peu pour qu'il soit plus profond, pour créer des ombres. Et puis une fois que cette partie-là a été faite et sèche,
je me suis attaquée aux manches pour me créer justement, m'éviter de faire 36 couches pour recréer du bombé. Parce que souvent, je faisais tout d'un coup, les manches et le corps. Et ensuite, je revenais travailler le bombé des manches, en fait, après coup. Et quelquefois, si j'allais trop fort dans l'intensité dès le début, eh ben, je faisais beaucoup de couches pour rééquilibrer les deux parties et me créer des effets de bombé. Alors que là, comme je les travaille séparément, eh bien, et que je vais pas les travailler forcément pareil, même si les couleurs sont les mêmes, parce que j'aurai pas les mêmes mélanges ou la même intensité dans les pigments, ça va me créer, en fait, l'effet de bombé, il va être créé plus facilement. Je trouve en tout cas que c'est plus facile de le faire finalement comme ça. Mon combo couleur ici, c'est... alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais j'avais envie de m'inspirer aussi de regarder des combos couleurs sur la thématique de l'automne avec les champignons, de voir ce qui pouvait m'inspirer. Bon, celui-ci est assez classique, hein. Et du coup, dans ces cas-là, il y a plein de sources d'inspiration sur les combos couleurs. Ça peut être des magazines que vous êtes en train de lire avec des thématiques. Bon, en ce moment, donc on est dans la saison de l'automne, donc si vous prenez des magazines, on est dans cette thématique-là. J'ai aussi des cubes, je ne sais plus quel est le nom, c'est Sarah, comment c'est son nom? C'est pas une américaine, une australienne, je crois. Elle a développé en fait des cubes avec des combos couleurs et des cartes à l'intérieur. Ça coûte très très cher. Moi, je les ai. Enfin, c'est pas que je vous les conseille pas parce que c'est très bien, mais il y avait des soucis en plus de livraison. Elle avait des problèmes avec les douanes et tout, c'était compliqué. Mais je les ai eus quand même, hein. Mais je vous en parlerai dans un blabla. Mais sur Pinterest, vous tapez combo couleur automne, combo couleur champignon automne, et vous allez avoir justement des exemples de ces cartes-là. Je crois que c'est Sarah, son prénom. Mais vous avez aussi plein de combos couleurs. Et puis après, en fonction, si vous prenez une photo d'une forêt ou d'un jardin à l'automne, c'est pareil, vous pouvez vous en inspirer comme de combos couleurs. Donc là, c'était mon inspiration. Et puis, ce que vous voyez, en fait, les taches jaunes lumineuses, alors des lucioles, mais elles sont un peu grosses, hein, mes lucioles ici, c'est en fait, tout est venu d'une erreur, c'est-à-dire que je ne me suis pas rendu compte que j'avais une goutte d'eau qui était tombée sur mon fond déjà fait. Je m'en suis rendu compte trop tard. Si vous avez une goutte d'eau qui tombe sur votre réalisation et que vous vous en rendez compte tout de suite, pas de panique, vous venez tout de suite avec un essuie-tout enlever l'eau. Et il n'y a aucun problème, vous verrez presque rien. Si vous attendez trop, l'eau en fait va venir faire réagir l'aquarelle qui est en dessous. Et si vous mettez un essuie-tout par-dessus, ça va vous enlever l'eau et ça va en fait ça va faire du retrait, ça va vous enlever le pigment en dessous. Et vous allez vous retrouver avec une tache ronde. Ça, c'est très pratique quand on veut en fait dégager des blancs et se créer comme ça, comme un effet un petit peu de bokeh dans le fond, ce qui aurait pu être sympa aussi de laisser comme ça. Donc, comme j'ai eu cette goutte-là et que je m'en suis rendu compte trop tard, je l'ai enlevée et ça m'a créé en fait un rond blanc, et ben je me suis dit, fichu pour fichu, je vais en faire plein. Et puis après, je trouvais ça rigolo de transformer ça un petit peu en petites bébêtes, en petites bébêtes lumineuses. Donc, lucioles, mais là, il m'aurait fallu des petites gouttes et des grosses gouttes. Là, ça fait un peu trop gros, mais c'est pas grave. Donc, j'ai rajouté des Gansai Tambi dorés pour me faire quelque chose de pailleté. J'ai du crayon gel pailleté aussi. Enfin, je les ai retravaillés pas mal. J'ai mis du crayon de couleur blanc aussi pour me faire un peu plus un halo autour. Enfin, voilà. Mais en fait, ça vient d'une erreur. Mais finalement, je les aime bien, mes lucioles dodues, là. Mais c'était, à la base, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'était, voilà, foutu pour foutu. J'aurais pu, voilà, je me suis dit, allez, j'en fais d'autres. Par contre, j'aurais pu les laisser aussi blanches. Ça me faisait un effet de bokeh dans le fond, c'était sympa aussi. Mais bon, voilà, là, c'est ma proposition pour ces deux marque-pages. Ils sont de la même taille. C'est juste que là, en fait, celui du petit champignon, il est posé sur ma pomme, ma palette pomme. Donc, du coup, il est plus en hauteur et il n'est pas sur le même plan que le deuxième. Mais autrement, ils font la même taille. Je sais même pas, je les ai pas mesurés. Ils sont pas très, très grands. C'était sur une chute de papier Arches. Donc, j'ai pris ce que j'avais et j'ai taillé dedans deux morceaux à peu près égaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc les aquarelles Charvin, chez Schwen Flower, vous les avez. Il y a un site internet aussi, Charvin. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, donc un tuto, mais c'est des choses que je vous propose tellement souvent que voilà, j'ai parlé des aquarelles là plus que de la mise en couleur, mais vous aurez vu mes gestes en tout cas.
Et puis, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.